au programme, donc cet après-midi, une petite introduction sur les notions de base entre pollution de l'air et changement climatique. Et puis ensuite, nous retrouvons donc nos 2 intervenantes, donc Anaïs et Camille, pour, nous parler, des influences, réciproques du changement climatique et de la pollution de l'air. Donc d'une part, le changement climatique sur la pollution de l'air et puis les effets dans l'autre sens des polluants atmosphériques sur le changement climatique. Donc ces 2 phénomènes étant, très, liés, vous allez le voir. Et puis une dernière, séquence, où on essaiera, de vous apporter, des ressources et des retours d'expérience pour voir comment renforcer les complémentarités, heu, sur le territoire pour avoir une approche globale, donc climat, air, énergie et santé. Voilà pour le programme. Donc je vous propose juste quelques petites notions, de base pour qu'on parle un peu le même langage, je dirais, avant de donner la parole donc à nos 2 intervenantes. Alors déjà, donc pour distinguer pollution atmosphérique et changement climatique, donc pollution atmosphérique, on parle d'effets, locaux sur la santé et l'environnement. Les principaux polluants en cause, sont les oxydes d'azote, les particules et l'ozone, pour ne donner que ces exemples-là. Heu, voilà. Et puis pour le changement climatique, donc les enjeux sont là, planétaires, globaux, sur la santé, et l'environnement, même s'il y a des répercussions locales, mais les enjeux sont planétaires et les polluants en cause, sont les fameux gaz à effet de serre, dont les principaux sont le dioxyde de carbone, mais aussi on a le méthane, le protoxyde d'azote et puis, les gaz, fluorés. Hem, donc des phénomènes différents, on le voit, entre pollution atmosphérique et changement climatique, mais sont des phénomènes très liés, puisqu'ils ont, la même origine. Ce sont nos activités humaines, avec des émissions liées au transport, à l'habitat, à l'industrie, au tertiaire, aux activités agricoles. Dans les 2 cas, il y a des enjeux de santé des populations. Pour la pollution de l'air, donc ce sera plutôt des pathologies, respiratoires et cardiovasculaires. Pour le changement climatique, et bien le réchauffement climatique va, accentuer la dissémination de maladies infectieuses, notamment on peut penser à celles transmises par les moustiques, hein, telles que la dengue, le chikungunya par exemple. Il y aura également les pathologies liées, à la chaleur. Et puis donc ce que je disais en introduction, ces 2 phénomènes, pollution de l'air et changement climatique, ont des, effets imbriqués. C'est-à-dire qu'on va le découvrir avec nos 2 intervenantes. Il y a certains polluants en fait qui sont impliqués, dans les 2 phénomènes, à la fois la pollution de l'air, à la fois le changement climatique. C'est le cas notamment de l'ozone et des particules. Et puis, eh bien les 2 phénomènes interagissent puisque notamment le changement climatique, va être, dans un certain nombre de cas, un facteur aggravant, des pollutions, de l'air. Voilà, d'où donc cette nécessité que j'introduisais tout à l'heure d'une gestion, intégrée des 2 problématiques au sein des PCAET notamment. Et puis donc déjà d'avoir bien une vision, climat et air, en même temps, et puis aussi d'avoir une coordination avec des stratégies et actions sur, la santé. Donc d'essayer de rapprocher, on a souvent des programmes dédiés à la santé d'un côté et des programmes dédiés, à l'énergie, au climat et à l'air, de l'autre côté. Donc d'essayer d'avoir une meilleure coordination, de ces actions. Voilà, ces quelques notions de base, ayant été, amenées, je vous propose donc de passer la parole, à, Camille et Anaïs pour, la première partie donc, de l'atelier sur donc l'influence, du changement climatique sur, la pollution de l'air.
Alors Camille, je te laisse la main pour partager ton support puisque c'est toi qui vas commencer et tout cela, vous allez voir, va se faire à 2 voix, donc entre Camille et Anaïs. Oui, merci Pascal. Du coup, pour démarrer cet atelier, on voulait d'abord regarder l'influence du changement climatique sur la pollution de l'air. Et en petite intro, du coup, je vais vous donner quelques éléments sur l'évolution du climat en Bourgogne-Franche-Comté d'hier à aujourd'hui. Les données que je vais vous présenter là sont des données qu'on a analysées, qui sont issues de stations météo de Météo France et qui ont été analysées du coup par Alter Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre d'une étude qui a été menée cette année sur le changement climatique dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est une étude assez globale qui a été financée par la région, l'Adréal et l'ADEME, et qui donne un aperçu en fait de concrètement comment se traduit le changement climatique dans la région et quels sont ses effets dans plusieurs domaines. Donc cette étude, elle va faire l'objet d'une publication au format repère, qui est le périodique d'Alter, et elle devrait être disponible d'ici quelques semaines. Donc, restez informés. Normalement, vous devriez recevoir peut-être l'information, vous verrez passer une nouvelle publication à ce sujet. Du coup, je vous ai extrait quelques éléments d'information. Tout d'abord sur les températures, donc comme vous le savez, hein, quand on parle de changement climatique, on parle souvent aussi de réchauffement climatique, puisque le changement climatique se traduit principalement par une augmentation des températures moyennes. Ici, vous avez donc les températures moyennes annuelles en Bourgogne-Franche-Comté depuis les années 60. Donc on voit qu'elles sont en hausse. Hein. Par contre, ce qui a été montré notamment par le Centre de recherche en climatologie il y a quelques années, c'est que les températures ne sont pas en hausse continue, mais qu'il y a plutôt des paliers qui sont passés. Et la dernière rupture climatique qu'on a eue, elle se situe en 1987, où à partir de ce moment-là, on a pris 1,2 degré de température moyenne annuelle dans la région. Et certains experts pensent que, au vu des températures qu'on a ces 5 dernières années, on est peut-être en train de franchir un nouveau palier qui se situerait peut-être en 2015. Mais voilà, pour le coup, on manque un petit peu de recul pour pouvoir confirmer tout ça. Mais il est possible voilà, effectivement, qu'on soit en train de passer un nouveau palier. Donc concrètement, comment ça se traduit? Si on regarde des indicateurs de type nombre de jours estivaux, donc c'est les nombres de jours où on dépasse les 25 degrés, et les nombres de jours de gel, donc on voit que d'un côté, les nombres de jours estivaux augmentent en fréquence, alors que le nombre de jours de gel diminue assez drastiquement dans la région. Ici, vous avez représenté donc l'occurrence de ces jours par rapport à une moyenne donc avant les années 90. Donc en fait, on compare les deux périodes avant 90 et après 90, ce qui permet de se situer à peu près au moment de cette fameuse rupture climatique. Et donc on voit qu'on a gagné 17 jours estivaux en moyenne annuellement, alors qu'on a perdu 11 jours de gel sur la région. En ce qui concerne les précipitations, du coup, c'est un petit peu moins marqué. Les précipitations étant marquées par une grande variabilité interannuelle, il est difficile de dégager des grandes tendances, en tout cas des tendances très marquées. On a sur la région une légère tendance à la hausse des cumuls annuels depuis les années 60, mais ce n'est pas très franc. Et puis aussi une tendance à la hausse des précipitations fortes. Donc c'est ce qui est représenté sur ce graphique. Vous avez les précipitations supérieures à 10 mm en 24 heures ou supérieures à 30 mm en 24 heures. On voit une vraiment légère hausse de ces événements-là, voilà, qui n'est pas franchement significatif, mais qui voilà, permet de situer un petit peu une légère tendance qui pourrait venir à s'aggraver. Pour les précipitations, on observe aussi un changement de saisonnalité qui n'est pas très marqué encore, mais qu'on commence à observer, notamment en été, avec une baisse des précipitations estivales, et puis à l'inverse, une tendance à la hausse des précipitations automnales ou hivernales. Ce qu'il faut retenir en fait sur ce paramètre des précipitations, c'est que même si le cumul annuel reste constant ou même en légère hausse, du fait de la hausse des températures, on aura une hausse de l'évapotranspiration qui fait que finalement l'eau disponible sera en baisse, quoi qu'il advienne.
Puis je voulais terminer par quelques chiffres clés du coup en lien avec ces événements climatiques. Donc, on a pu analyser un certain nombre de données, comme je vous disais, issues de Météo France sur la région, qui nous ont montré que depuis les années 90, on a par exemple une année sur deux qui est marquée par des sécheresses météorologiques, c'est-à-dire c'est plus de 15 jours consécutifs où il n'y a pas ou quasiment pas de précipitations. 35 vagues de chaleur enregistrées depuis 20 ans, dont 19 depuis 10 ans, et puis 4 fois plus de jours caniculaires depuis les années 90 par rapport à la période de référence. Voilà, donc on voit à travers ces chiffres clés que les choses s'accélèrent un petit peu, notamment les 20 dernières années. Voilà, c'était un petit peu pour planter le décor. Je vais maintenant laisser la parole à Anaïs qui va vous expliquer un petit peu du coup l'effet de ces changements-là qui sont observés sur la qualité de l'air dans la région. J'arrête mon partage d'écran. Si j'y arrive. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, moi, je vais vous parler plus précisément de l'impact du changement climatique sur la météorologie. Si j'arrive à partager mon écran, le voilà. Est-ce que... Hop, ici. Donc, voilà. Donc, pour aborder le sujet, je vais commencer par vous parler un petit peu des phénomènes qui peuvent se produire en hiver, avec notamment toutes les problématiques liées au niveau de particules. Donc, tout d'abord, on va se poser la question de savoir d'où viennent ces particules et on s'aperçoit en fait que leurs sources vont varier selon les endroits et les zones concernées. Si je prends la répartition des sources de particules à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, on s'aperçoit par exemple que la source principale reste le secteur de l'agriculture. Par contre, si je prends d'autres zones comme le pays de Montbéliard agglomération, on s'aperçoit que la source principale devient le secteur résidentiel et notamment lié dans ce cas au chauffage, alors que sur d'autres secteurs comme celui de Dijon Métropole, eh bien, c'est la source transport routier qui est prépondérante. Tout cela, évidemment, ça va influer sur l'évolution des niveaux de particules à l'échelle de plusieurs années. Donc avec un impact différent selon les zones et sur les années. Ce qu'on peut observer sur celui-ci notamment, c'est que les années où les hivers sont les plus froids, les zones où la source chauffage est prépondérante, on va avoir des niveaux un petit peu plus élevés sur ces secteurs-là. Inversement, lorsque la source liée à l'agriculture est plus importante, ce sont les saisons douces qui vont avoir un impact sur ces niveaux-là. C'est assez sensible si on prend les moyennes annuelles, ça l'est plus si on regarde dans les détails. Alors, puisqu'on parlait de particules liées au chauffage, j'aimerais vous parler d'une spécificité qui est le cas particulier du chauffage au bois. Alors, c'est une ressource clé pour le territoire puisque c'est une énergie qui est renouvelable, qui est peu coûteuse et qui valorise des filières locales. C'est aussi un risque potentiel puisque ce phénomène, ce chauffage au bois, est à l'origine de polluants atmosphériques et notamment de particules. Donc, c'est un problème potentiel, notamment quand nous nous situons en zone rurale où ce chauffage au bois est prépondérant. Ça nécessite d'améliorer l'efficacité des dispositifs existants, de passer vers des dispositifs peu économes en énergie et fortement producteurs de polluants, vers des systèmes plus performants. Et surtout, on va avoir un impact décuplé selon la topographie des zones. Alors, le graphique que je vais vous présenter à ce sujet-là, c'est un cas clé, un cas type. L'évolution des niveaux de particules sur différentes zones. Donc, ce que vous voyez sur le graphique, c'est les quantités de particules collectées sur un même jour à l'échelle de la France entière. Et ce que l'on peut observer, c'est que sur les prélèvements de particules qui ont eu lieu dans notre région, sur le secteur de Morteau par exemple, nous avons eu ce jour-là des niveaux de particules qui étaient très nettement supérieurs à ce qu'on peut observer sur des secteurs comme la ville de Lyon, qui est pourtant beaucoup plus grande et sur lequel les sources sont plus importantes. Je précise que toutes ces données-là proviennent d'un moment, d'un épisode, c'était en 2014, où les conditions étaient particulièrement favorables à l'accumulation des polluants. Donc des conditions similaires et des niveaux complètement différents, voire anormalement élevés sur certaines zones. Et cela vient tout simplement que Morteau se situe dans un fond de vallée, et la vallée fait cuvette, et les polluants vont s'accumuler. Dans cette zone-là, près de 40% des particules observées étaient des particules liées au chauffage au bois.
Typiquement, c'est le genre de problématique que l'on peut observer dans des endroits comme la vallée de l'Arve, par exemple. Alors, nous parlions des accumulations de particules et des problèmes qui peuvent y être liés. J'aimerais attirer votre attention sur un phénomène particulier qui est bien, tout simplement les phénomènes d'inversion thermique. Vous en avez sûrement entendu parler en hiver, c'est la formation de ce fameuse couche d'inversion dans l'atmosphère qui fait que les polluants vont s'accumuler au niveau de certaines zones. Alors cette couche d'inversion thermique est très difficile à visualiser. J'ai néanmoins ici une petite photo sur laquelle on peut très clairement la voir. Donc voici la photo. Ce qu'on observe très clairement ici, c'est une couche. En dessous, j'ai des nuages. Au-dessus, un ciel bleu et étendu. Cette photo-là, c'est une carte postale qui a été prise dans le Jura, en l'occurrence, et on voit très clairement dans l'atmosphère proche du sol, les polluants qui sont émis et qui ne peuvent pas passer au-dessus de la couche d'inversion, et au-dessus, l'atmosphère libre, propre, où l'air est pur, mais inaccessible, puisque nous vivons, nous, en dessous. Donc ces phénomènes de couvercle-là, c'est un phénomène de vallée. On peut les observer dans différentes zones. On peut notamment les observer, par exemple, sur des zones urbaines, avec des petites accumulations, comme on les voit sur ces cartes de modélisation-là, où les niveaux sont montés au niveau des grandes villes. On peut également les observer au niveau d'autres petites zones. Par exemple, ici, encore une fois, c'est le Val de Morteau, avec ces fameux niveaux que je vous ai montrés tout à l'heure. On voit ici la petite zone où les polluants vont s'accumuler et atteindre des niveaux très problématiques. Alors, ces couches d'inversion thermique, je vais vous épargner les mécanismes météorologiques qui mènent à leur formation, mais plus les hivers sont contrastés, plus nous avons des situations froides et sèches, et plus on va rencontrer ce type de phénomène. Alors, une étude de cas pour montrer ce que ça peut donner. Voici le pic de particules observé en décembre 2016. Ici, nous sommes sur la zone de Montbéliard. Donc, on observe sur plusieurs jours une augmentation graduelle des niveaux, un jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à dépasser effectivement les seuils d'information. Nous sommes ici en plein épisode de pollution. Donc, nous sommes dans des conditions exceptionnelles, c'est-à-dire que nous avons aucun vent, absolument aucun vent, un temps très sec, un temps très froid, et cette fameuse couche d'inversion thermique qui s'est mise en place localement et qui a causé une accumulation locale des polluants. Ce que nous voyons ici en termes de sources de pollution, ce sont ici en orange les particules issues de la combustion de bois, les particules du chauffage, ici en gris les particules issues du trafic routier, et en vert toutes les particules qui viennent de l'extérieur. Et ce sont bien les sources locales qui deviennent prépondérantes. Donc, des particules produites localement qui s'accumulent et un fort impact de la combustion de bois sur la zone puisqu'elle a compté pour près de 60% des particules. Donc, nous avons ici vu différents phénomènes liés aux particules dans l'atmosphère. Il y a un autre sujet qui nous préoccupe particulièrement l'hiver lié à la qualité de l'air et plus précisément à la qualité de l'air intérieur. Alors, selon l'OMS, l'air intérieur, c'est 8 à 10 fois plus de polluants que l'air extérieur, en situation normale. Ces polluants viennent de partout. Ils peuvent venir du bâti lui-même, ils peuvent venir de tout ce que nous faisons à l'intérieur de la maison, et ils viennent aussi des polluants de l'air extérieur qui vont rentrer et s'accumuler. Nous passons plus de 80% de notre temps à l'intérieur, donc c'est une préoccupation sanitaire majeure. Le problème, c'est que pour améliorer la qualité de l'air, il faut le renouveler, il faut aérer, il faut ventiler. Malheureusement, en hiver, comme nous voulons conserver une température idéale, on a tendance à se calfeutrer. On arrête d'aérer. On a vu des cas où les bouches de ventilation naturelle étaient vraiment obturées pour éviter que l'air froid ne rentre. On coupe la ventilation pour ne pas faire rentrer de l'air froid. Et tout ça, c'est une catastrophe pour la qualité de l'air intérieur. Et une préoccupation qui va avec ces questions-là, c'est que nous avons des logements de plus en plus étanches pour améliorer les performances énergétiques de nos habitations. Et la question, c'est si nous avons des espaces de plus en plus confinés, si nous ne respectons pas les conditions idéales de ventilation et d'aération, quel impact est-ce que cela va avoir à long terme sur la santé ? Donc voilà un petit peu sur tous les phénomènes de pollution qui peuvent être observés en hiver. La question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe en été? Et en été, nous allons voir l'apparition d'autres polluants. Le polluant dont je vais vous parler, il s'appelle l'ozone. Alors, c'est un polluant que l'on appelle secondaire.
Il se forme dans l'atmosphère sous l'action du rayon du soleil. L'équation est très simple, hein. J'ai du beau temps, j'ai de la chaleur, j'ai de l'ozone. Quand il fait froid, quand il fait mauvais, je n'ai pas d'ozone. Je vous épargne la réaction chimique dans le détail. Sachez seulement qu'elle est accélérée quand il fait chaud et qu'elle est favorisée par la sécheresse. Cela fait que cette réaction est favorisée par les récents épisodes caniculaires que nous avons rencontrés. C'est un polluant très agressif. Il va impacter la santé, il provoque une irritation des voies respiratoires et il peut provoquer des dommages de santé chez les personnes fragiles. Et il va aussi attaquer la végétation. Alors, comment est-ce qu'on évalue la pollution à l'ozone? De deux façons. On va d'abord utiliser ce qu'on appelle la pollution de pointe, autrement dit, l'étude des épisodes de pollution à l'ozone. Ce que nous voyons ici, c'est le nombre de dépassements du seuil de 180 microgrammes par mètre cube par heure au cours des années. Autrement dit, le nombre d'épisodes de pollution à l'ozone au fil des années. En 2018, nous avons eu une recrudescence très importante des phénomènes d'épisodes de pollution à l'ozone. On n'avait pas vu ça depuis des années. 2015, année caniculaire, même phénomène, et sinon, depuis le début des années 2000, ces phénomènes de pollution avaient presque disparu. Donc c'est déjà quelque chose d'intéressant. Nombre faible en baisse constante depuis les années 2000 et les années de canicule ressortent. Une question, hein, année de canicule 2018, ça vient tout de suite à l'idée. 2019 était aussi une année caniculaire et 2020 également. Pourtant, ces années-là se ressortent assez peu. Donc voilà, la canicule est plus longue en 2019 et les niveaux n'étaient pas plus élevés. Pourtant, nous avons une deuxième façon d'évaluer l'ozone, c'est ce qu'on appelle la pollution chronique, avec des impacts à long terme. Ici, ce que nous allons observer, c'est le nombre de seuils de 120 microgrammes par mètre cube, autrement dit, les niveaux de fond. Et là, ce qu'on observe, c'est complètement différent. C'est une augmentation constante et continue au cours des dernières années. Et depuis 2017, le seuil réglementaire, cette fameuse valeur cible pour la santé que nous devons préserver pour préserver la santé humaine, est systématiquement dépassé sur l'ensemble de la région. Alors, il faut savoir que ce phénomène de pollution chronique, c'est le plus impactant. C'est aussi une situation qui risque de s'aggraver au fur et à mesure que les étés deviennent chauds et deviennent secs. Alors, d'autres phénomènes liés à ces étés chauds et secs, je vais vous reparler des particules, mais pas les mêmes. Cette fois-ci, nous allons parler de particules liées directement à la sécheresse. En effet, nous avons observé depuis 2018 des pics inhabituels. Ce n'est pas sur les périodes où on observe habituellement des particules, ce n'est pas sur les périodes de chauffage. Nous avons été très surpris quand on a vu ces pics de particules-là parce que c'est plusieurs sites qui sont impactés. Nous avons des niveaux qui peuvent atteindre les seuils de recommandation, voire les seuils d'alerte, des niveaux très importants, et on ne savait pas d'où ça venait. Et en fait, on a obtenu la réponse là-dessus en écoutant les remontées qui nous venaient du terrain. Ces pics-là, ce sont des pics de particules qui sont liés au labourage des terres desséchées après les étés où il n'a pas plu. Alors, si vous regardez effectivement dans les champs, vous allez voir les tracteurs qui passent avec un important panache de particules. C'est très impressionnant. On a eu des signalements où on pensait que c'était carrément des incendies. Donc voilà, ce sont des particules, des phénomènes qui se produisent. Première observation, nous sommes ici en octobre 2018. On a observé la même chose en 2019 et également en 2020. Donc un phénomène qui risque de devenir récurrent. Toujours dans les phénomènes liés au réchauffement, j'aimerais vous parler d'un autre polluant. Nous, on appelle ça un polluant biologique. Il s'agit des pollens. Alors, ce graphique est un petit peu difficile à comprendre. Il s'agit tout simplement des périodes de pollinisation des différentes plantes qui sont suivies lors de la saison pollinique. Les plantes pollinisent normalement à différentes périodes. C'est selon l'étape de leur cycle normal. En fonction de la saison et en fonction de la météo, elles vont adapter leur cycle aux conditions. Avec le temps, ce qu'on observe, c'est un décalage dans les périodes de pollinisation, avec déjà des saisons qui commencent de plus en plus tôt. Au tout début, quand nous avons commencé le suivi des pollens, on commençait habituellement le comptage aux alentours du 15 février. Depuis plus de 5 ans, nous sommes passés au 1er février et nous recevons régulièrement des signalements de personnes allergiques qui nous disent qu'elles ressentent déjà les effets des premiers pollens.
Autrement dit, le 1er février, la saison est déjà bien entamée. Ce que nous observons également, c'est un décalage dans les pics de pollinisation. Les pics de pollinisation, c'est le moment où le plus grand nombre de grains de pollen est observé. Et ces pics se produisent de plus en plus tôt. Troisième effet, des périodes de pollinisation plus étendues. Plus les plantes vont rencontrer des conditions propices, plus elles vont polliniser longtemps, puisque c'est plus favorable à la production de graines. Un exemple à ce sujet, tout simplement, nous sommes ici en 2018. Le pic de pollinisation des herbacées a eu lieu le 18 juin. Il a commencé ici mi-mai et il s'est prolongé presque jusqu'à la fin du mois de juin. Ça fait presque 4 semaines continues de risque allergique pour les personnes sensibles. Et c'est un phénomène qui a tendance à s'accroître avec les années. Donc, voici les éléments essentiels dont je voulais vous parler. Et donc, je vais repasser la parole à Camille pour la suite de la présentation. Alors, comment on arrête le partage d'écran? Hop, voilà. Hop. Alors, pour terminer sur cet aspect de l'influence du changement climatique sur la pollution de l'air, on voulait vous présenter 2 études de cas sur des effets qui peuvent se cumuler. Le premier, c'est sur les îlots de chaleur urbains. Donc ça, c'est des éléments que j'ai repris du programme Mustard Dijon, qui a été mené par le CRC, le laboratoire THEMA et Dijon Métropole et coordonné par l'ADEME, qui visait à étudier les îlots de chaleur urbains sur la métropole de Dijon. Alors, les îlots de chaleur, pour donner une définition, c'est simplement la différence de température nocturne entre la ville et la campagne, qui est causée notamment par l'imperméabilisation, c'est-à-dire les matériaux qui sont utilisés dans la ville pour le bâti, pour les routes, qui vont stocker la chaleur de la journée et la relarguer progressivement pendant la nuit. Et puis le manque de végétaux en ville, puisque les végétaux ont un pouvoir rafraîchissant par le phénomène d'évapotranspiration. Donc, quand on se prive de végétaux dans les milieux très urbains, on n'a pas ce rafraîchissement naturel qui peut se faire. Du coup, les îlots de chaleur, ils vont augmenter au coucher du soleil, ils vont se maintenir toute la nuit, et puis ils vont disparaître, ou presque en tout cas, au lever du soleil. Et ils sont aussi du coup plus prononcés en saison chaude, puisqu'il y aura tout simplement plus de chaleur emmagasinée pendant le jour. Les facteurs qui influent sur ces îlots de chaleur, donc il y a notamment la ville, le bâti, de manière générale. Et puis il y a aussi des facteurs rafraîchissants comme l'eau, la couleur claire. Donc selon les matériaux et la couleur des matériaux, c'est ce qu'on appelle l'effet albédo. Ça peut limiter l'accumulation de chaleur. Et puis la végétation, comme je l'ai dit, qui a un fort pouvoir rafraîchissant de l'air ambiant. Donc ici, c'est une cartographie de la ville de la métropole de Dijon qui a été réalisée par le Centre de recherche en climatologie pendant la canicule de 2018, où on voit bien du coup les deux îlots de chaleur sur le centre-ville de Dijon et sur Chenôve. Et puis entre les deux, on a un axe un peu plus frais qui est en fait la vallée de l'Ouche et puis la coulée verte. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on a pu atteindre 4 degrés de différence entre le centre et la périphérie de Dijon, donc c'est pas anecdotique. Alors, quel lien avec le changement climatique? Comme je vous le disais précédemment, en fait, on a cette augmentation des températures, et notamment des températures estivales, et puis une augmentation de l'occurrence des canicules et des vagues de chaleur qui vont du coup intensifier le phénomène d'îlots de chaleur urbain, notamment en période estivale. Ça va avoir pour conséquence donc d'augmenter le stress thermique, notamment chez les personnes vulnérables. Et puis, ça va aussi augmenter la concentration des polluants de l'air à travers 2 phénomènes qui sont la brise de campagne et le smog. Je vais y revenir juste après. Et puis, bien sûr, ça va avoir des effets sur la santé humaine. Donc, la brise de campagne, en fait, c'est dû à la différence de température entre le centre-ville et la périphérie qui va créer en fait un courant de vent thermique depuis les zones fraîches jusqu'aux zones chaudes. Et en fait, ça va juste piéger les polluants du coup sur les zones chaudes. Ils ne pourront plus circuler ailleurs, donc ils seront vraiment concentrés sur les îlots, notamment sur les îlots de chaleur du coup. Et puis le smog, c'est ce nuage de polluants qui est un mélange d'ozone et de particules fines.
forme ce nuage un peu jaunâtre qu'on a un peu l'habitude de voir sur les grandes métropoles du monde, qui n'est pas très joli, voilà, et qui était mentionné juste avant. Et du coup, ces polluants vont avoir un effet rétroactif sur le changement climatique, on en parlera juste après. Et puis, en parallèle de ça, on va avoir aussi une tendance à la hausse de la consommation d'énergie pour le rafraîchissement, notamment via l'utilisation de climatisation. Donc, hausse de consommation d'énergie qui va du coup relarguer d'autres, qui va provoquer des émissions de gaz à effet de serre et qui vont de nouveau aller s'engranger dans la machine climatique et puis avoir tendance à augmenter le réchauffement climatique à l'échelle globale. Et la deuxième étude de cas qu'on voulait vous mettre en avant, c'était sur les feux de forêt. Alors, ça peut paraître un petit peu ponctuel ou anecdotique sur la région, mais en fait, on se rend compte que pas tant que ça, puisque le changement climatique provoque une hausse de la fréquence et de l'intensité des sécheresses, notamment en période estivale, et puis on a encore des vagues de chaleur qui vont en fait augmenter le risque de feux de forêt. Ça va créer des conditions propices au départ de feu. Et rien qu'en Saône-et-Loire, on a constaté une augmentation des surfaces brûlées de 43% entre 2019 et 2020. Et on a eu du coup des témoignages de pompiers de Saône-et-Loire notamment, qui nous disaient du coup se préparer de plus en plus à des des incendies, des feux de forêt, des feux de végétation, comme il peut y avoir dans le sud de la France, voilà, avec une préparation en termes de préparation humaine, de préparation de matériel, voilà, c'est pas le même entraînement en fait des pompiers pour pouvoir faire face à ces feux qui ont tendance à être plus fréquents quand même dans la région. Et les feux de forêt, du coup, ça va avoir deux conséquences aggravantes en fait. D'une part, ça va relarguer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et puis, d'autre part, on va perdre les puits de carbone que sont les forêts, puisque comme vous le savez, du coup, les végétaux stockent le carbone. Et donc, quand on brûle en fait, une forêt, on a d'une part relargage des gaz à effet de serre et en plus, on perd un puits potentiel de carbone. C'est un peu la double peine. Les gaz qui sont relargués, c'est notamment du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone, mais qui vont, par des effets un peu dominos, des effets de chaîne, vont permettre la formation de méthane et d'oxyde nitreux aussi dans l'atmosphère. Et donc, on va encore avoir cet effet rétroactif sur le changement climatique donc qui va accumuler tout ça. Et ce qui est intéressant avec les feux de forêt, du coup, c'est qu'il va y avoir du coup cet effet un petit peu global sur, on relargue des gaz à effet de serre, donc on intensifie un petit peu le processus de changement climatique. Et puis, il y a des effets plus locaux, du coup, avec du coup, le relargage de gaz, de polluants qui vont détériorer la qualité de l'air et donc la santé des personnes à une échelle plus locale. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Et je pense que maintenant, on a le temps pour les questions. Je vais repasser la parole à Pascal. Oui, merci à vous deux. C'était très clair. Est-ce que du coup on a du temps pour prendre des questions ou des réactions par rapport à ces présentations? Bon, alors moi j'aurais une question pour J'aurais une question pour peut-être Camille, puisque tu viens de finir sur les îlots de chaleur urbains, en nous montrant une fausse bonne solution avec la climatisation, qui en fait consomme de l'énergie et du coup émet des gaz à effet de serre et du coup on reste dans un cercle vicieux, on va dire, puisque on réalimente le problème. Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions pour lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur urbain plutôt que peut-être la fausse bonne idée de la climatisation? En fait, le levier le plus efficace, ça va être vraiment la végétation. Comme je disais, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, comme l'eau ou l'effet des matériaux
plus clair. Mais parmi ces trois leviers-là, c'est vraiment la végétation qui a le plus d'effets. Plus d'effets directs. Donc, comme on a vu, la différence de 4 degrés entre un centre-ville très urbain et puis un extérieur où on va trouver plus de végétation, voilà, c'est pas anodin, c'est vraiment une grosse différence. Et du coup, la création d'îlots de fraîcheur urbains, c'est vraiment un levier qui prouve son efficacité. En fait, si c'est fait sur des surfaces assez grandes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de planter 2 ou 3 arbres en centre-ville, mais ça va être vraiment végétaliser des toitures sur des grandes surfaces ou vraiment végétaliser des parkings, des zones où il y a un gros potentiel pour remettre de la végétation et désimperméabiliser les sols. Merci. Est-ce que vous avez eu des questions qui vous sont venues dans l'intervalle? Non? Après, je vais prendre la parole du coup. Concernant aussi un phénomène d'adaptation qu'on peut observer pour réduire les îlots de chaleur urbains, ça a été évoqué, mais assez rapidement, c'est le phénomène d'albédo. Alors, ça va aller sur les constructions neuves, ça, on peut y penser dès le départ, en remplissant bien le cahier des charges pour l'aménageur. Et également, on peut inciter aussi à des choses sur des logements, je dirais, qui existent déjà en ville et réfléchir à ce qui est le plus opportun par rapport à l'emplacement, si c'est très, très dense ou un peu plus expansif en termes de densification urbaine. Et là, il y a des choses à faire. Et après, en termes de maladaptation, alors la climatisation, j'ai bien entendu, c'est le cas classique, mais on peut aussi arriver sur des puits canadiens, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu arriver dans nos régions, mais avec aussi un souci, quand on parle de qualité de l'air intérieur, le risque de faire venir une forte activité volumique de radon dans les bâtiments. Et là, ça nécessite, mais je pense qu'Anaïs peut mieux en parler que moi, de bien prendre en compte la circulation des flux d'air finalement dans le bâtiment. Après, je m'arrête là pour que tout le monde puisse s'exprimer. Merci. Anaïs, tu voulais compléter sur le radon? Juste pour dire que je suis entièrement d'accord avec ce qui avait été dit. Le radon, c'est un grand risque. Plus on a des espaces confinés, plus il s'accumule. Et effectivement, certains principes, comme les puits canadiens, peuvent faire entrer du radon dans la maison. Maintenant, il y a pas mal de solutions dès la conception du bâtiment, dès la mise en place des techniques ou lorsque les techniques existent déjà, des solutions de remédiation pour résoudre ce genre de problème-là. Le CEREMA a sorti des cahiers techniques qui présentent pas mal de solutions assez intéressantes et faciles à mettre en place. Et sinon, les espaces Info-Énergie sont équipés de documentation sur ce sujet-là. Bon, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions, questions? Juste une petite remarque. Proposition, si je puis dire, quelque chose que j'ai constaté à l'étranger, en particulier en Espagne. Je pense que en Espagne, par exemple, ils ont bien adapté l'activité économique au phénomène d'excès de chaleur, à savoir que donc l'activité économique et en particulier les commerces sont quasiment fermés entre 13 et 16 heures en période chaude, ce qui évite d'utiliser d'une part la climatisation, puisque en fait les commerces sont ouverts à des heures plus fraîches, moins chaudes, si on peut dire. Et les personnes, par rapport à leur santé également, peuvent rester chez elles en un endroit restreint, relativement frais, plutôt que d'aller à l'extérieur en zone chaude. Voilà. Donc, il y a ces deux effets-là sur une période. On parle de changement horaire été-hiver, mais il y a aussi cet aspect de vie économique dans la période la plus chaude de la journée, qu'on pourrait aussi étudier peut-être. Voilà, c'était juste une suggestion. Merci. D'autres réactions? Non, peut-être on a encore un tout petit peu de temps, je regarde, mais
Je sais pas, Anaïs, il y avait sur un autre sujet, tu nous as parlé là d'impact sur la saison des pollens. Qu'en est-il pour l'ambroisie? C'est souvent un problème qu'on évoque, qui remonte du sud. Est-ce que ça s'accentue? Alors l'ambroisie, c'est une plante invasive qui est venue d'Amérique du Nord et elle a ceci de spécifique qu'elle affectionne particulièrement les zones chaudes, sèches et désertiques. Typiquement, hein, son habitat naturel, c'est ça, c'est des zones semi-désertiques. Donc elle s'est implantée de très longue date sur le secteur de Nevers, assez curieusement, et plus récemment dans la vallée du Rhône, où elle remonte progressivement vers le nord. Alors elle colonise préférentiellement les espaces dégagés, les bords de route, les berges, les zones de chantier. Elle aime beaucoup les déplacements de terre. Et son problème, c'est son déjà fort impact allergisant, donc une catastrophe pour la santé pour les personnes sensibles et vulnérables, et aussi un impact sur les rendements agricoles, puisqu'un terrain agricole qui est infesté d'ambroisie, c'est un terrain qu'on ne pourra pas récolter. C'est du fauchage à perte pour les agriculteurs. Donc effectivement, elle se répand en remontant du sud vers le nord. Elle a bien colonisé déjà le département du 71, la Saône-et-Loire. On l'observe de plus en plus dans le Jura. Et elle remonte progressivement. On commence à avoir les premiers plans dans le 21 déjà bien, le 25 et de plus en plus vers le nord. Alors elle est suivie via le réseau de l'Observatoire des ambroisies, avec des opérations de sensibilisation qui sont menées par la Frodon, puisqu'il y a des arrêtés interdépartementaux pour lutter contre cette plante, avec obligation de former des référents. Voilà. Très bien, merci, c'était très complet. Pas d'autres questions sur cette séquence? Bien. Eh bien, je vous propose de passer donc à la deuxième séquence